Alors on y va. Merci pour votre ponctualité. Je rappelle qu'il y a une feuille là aussi à prendre. Merci. Ok, donc ce soir, plainte et consolation. Hein, je redis comme je disais dans l'état de veille, j'ai à cœur effectivement de faire du désordre sur ces deux étagères et de voir surtout comment ça peut fonctionner dans une logique qui nous permet non pas de revenir comme avant, ce qui est notre premier mouvement, j'aimerais que ce soit comme avant, mais de devenir autre, de devenir différent. Pour reprendre les termes de Geneviève Jorgensen, dont je parle souvent à propos du deuil, elle dit bien, faire un deuil, ce n'est pas accepter de perdre, c'est accepter de devenir autre, de devenir différent. Et ça, c'est pour moi la meilleure définition, évidemment, du deuil, et donc de ces deux outils au service du deuil. Donc, ce que je voudrais faire là, c'est revenir, bien sûr, à cette historique peu ou prou de ce concept de plainte et de consolation. Je vais prendre un peu de temps pour voir comment chacune des philosophies, mais aussi surtout chacune des religions, s'est emparée de ce thème pour trouver des réponses, pour trouver des options, pour trouver des pansements. Hein, et les religions, par exemple monothéistes, ont chacune des priorités très différentes par rapport à cette question du mal, à cette question de la douleur, de la souffrance, de l'injustice et tout ça. Alors, c'est vrai que, j'ai peur de l'oublier tout à l'heure, quand nous parlons de notre parcours d'humain, ça veut dire que nous allons avoir sur le chemin donc des ruptures, ça je le dis à chaque conférence, des ruptures d'équilibre, des ruptures d'homéostasie. Donc il y a le désir de rester dans quelque chose qui soit fluide, agréable, à la bonne température, mais ça, effectivement, c'est dans une vision quelque peu idéalisée de la vie, et nous savons bien, au bout de très peu de temps, que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, comme je disais dans l'état de veille, et que c'est plutôt un torrent. Et que ce qui m'intéresse, c'est de mettre, notamment avec cette conférence, le spot sur ces 4 termes-là, que je vais reprendre encore et encore. C'est-à-dire que nous rencontrons des épreuves. J'y reviendrai. La principale épreuve, c'est celle de la perte. Perte de la sécurité, perte d'une personne, perte d'une intégrité, etc., etc. Ça peut être l'amputation, ça peut être le deuil, ça peut être, etc., la maladie. Ce sont autant de pertes, vous voyez, d'un état qui serait du côté de l'intégrité, de la permanence. Voilà, hein. Nous rêvons de permanence et notre vie est faite d'à-coups, de coups de grisou, d'incidents, quelquefois d'accidents, etc., etc. Donc, j'insiste beaucoup sur ce mot d'épreuve. Cette épreuve, elle peut être soit niée, soit vécue, traversée comme une expérience. L'expérience, chaque fois que je prononce ce mot, et je le rappelle au cas où vous ayez oublié, pour être vraiment en contact avec ce que c'est toujours avoir à cœur déjà de distinguer l'expérience de l'objet de l'expérience. L'expérience de la colère, de la raison, entre guillemets, de la colère. De l'expérience du deuil avec l'objet perdu. Ça, vraiment, je vous le répéterai jusqu'à ma retraite. Voilà, sachez-le. Donc, cette expérience, c'est aussi un fil rouge de tout ce que je vais rappeler ou proposer aujourd'hui. Toute expérience, pour moi, s'accompagne de cette chose qui est vitale, essentielle et aussi un peu disqualifiée dans notre culture, les émotions. Hein. L'émotion, toute émotion est source d'énergie et source de réparation aussi de quelque chose de notre intégrité. Voilà. Et ce pourquoi je suis vraiment intéressée par ces deux concepts, c'est que si nous franchissons ces étapes, ça va nous permettre de récupérer une autre énergie. Donc pas une intégrité comme avant, mais une autre forme d'énergie qui serait une puissance de vie à mettre au service de nos projets et d'une autre étape. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure sur la différence que je fais entre une énergie réparatrice et une énergie créatrice. Quand je dis que chaque fois qu'il y a épreuve, deuil, traumatisme, il y a soit l'option de nier, soit l'option de répéter éternellement l'abandon ou autre chose, soit de réparer, c'est ce que nous faisons évidemment avec tous les outils qui sont à notre disposition, soit encore, et bien sûr c'est ce que nous souhaitons à tous, c'est de pouvoir transformer tout ce qui s'est passé à ce moment-là, en faire aussi quelque chose
d'une autre façon d'être au monde, avec l'énergie que ça suppose, avec la place pour les rêves, les projets, les objectifs que nous renouvelons. Voilà. Et puis, donc, la cinquième option, c'est tout ce qui a à voir avec la résilience, que j'aurai un petit peu l'occasion de reprendre tout à l'heure, mais ce n'est pas au cœur, évidemment, de mon sujet. Donc, ce que je veux surtout distinguer, c'est est-ce que je suis encore en train de me mobiliser pour réparer, ou est-ce que je peux avoir dépassé cette étape de réparation pour être dans création, dans transformation? Est-ce que vous entendez bien cette distinction, hein? D'où l'intérêt de plainte et consolation. Alors, pourquoi est-ce que ça a si mauvaise presse? Pourquoi est-ce que c'est tellement diabolisé? Eh bien, je l'ai marqué là, avec ce petit tableau, hein, que vous connaissez plusieurs. Ce sont les positions de vie. Donc, j'aurais pu aussi rajouter, effectivement, la position plus, hein, qui est celle de la santé et de la négociation et des émotions. Et puis celle-là, qui est celle de la détresse profonde. Mais ici, ce qui m'intéresse, c'est dans l'héritage que nous avons reçu, la consolation, c'est la position un petit peu de supériorité, quelquefois, de sachant. C'est lorsque je dis « maman bobo », maman m'explique que c'est pas si grave, ou que c'était encore pire pour ma petite sœur, et de toute façon, etc., etc. Ce dont nous avons tous eu des exemples répétés, soit en direct, soit d'avoir été témoins de cette façon de faire. Il n'y a pas mort d'homme, ça va passer, c'est arrivé à d'autres, etc. Bon, là, je ne vais pas en refaire un catalogue, parce que j'y passe la nuit dans toutes ces phrases qui sont le contraire de la consolation. Hein? Est-ce que c'est bien clair, ça? Ce sont ce qu'on appelait aussi dans les années 70-80 les attitudes de porteur, hein, qui sont, au lieu d'être dans l'écoute active dont tu parlais, au lieu d'être dans l'accueil, c'était expliquer, faire un peu de sociologie, faire beaucoup de psychologie, faire aussi de la philo, faire de la justification, tous ces comportements qui ont été vendus comme des aides et qui ne sont que cette prise de position, c'est-à-dire je sais. Et toi, tu vas devoir juste subir ce que je crois et la façon dont j'interprète ce qui se passe pour toi et la façon dont je suis au monde, et tu vas l'acheter pour surtout éteindre l'incendie. Et c'est la petite phrase que je mets ici, qui est dans ce tiré à part, hein, ce que je retiens là, c'est donc consoler, dans le sens où nous l'avons écrit, c'est tenter de faire l'économie de tous ces désordres de l'émotion et des turbulences de la vie, mais surtout, c'est m'appliquer à éteindre l'incendie chez l'autre, de peur d'être gagné par les flammes. Et pour moi, j'ai mis quelques décennies à arriver à ça, mais c'est exactement ça. Plus je me sens vulnérable en face de quelqu'un qui me parle de son propre incendie, plus je vais essayer de trouver effectivement tout l'arsenal des pompiers pour éteindre, au lieu effectivement d'accueillir quelque chose de cette expérience. C'est ça. Et c'est ça, c'est ça que j'observe encore dans notre premier réflexe, c'est d'arrêter l'incendie, hein, comme s'il y avait une menace de contagion. Voilà, et donc, la consolation, c'est tu devrais vraiment ne pas ressentir ce que tu sens, tu as tort soit de dramatiser, soit de pleurer, etc. Donc il y a déjà un éteignoir mis sur cette chose qui est toujours source d'énergie, à condition de l'accueillir, qui est l'émotion. Tu t'en fais trop, etc. Tu dramatises, hein, si on devait garder une seule expression, c'est ça. Donc un déni de la légitimité de l'autre d'éprouver ce qu'il éprouve. Ça prend du temps, ça, pour de nouveau se donner cette permission d'accueillir. J'en profite, bien sûr, pour rappeler quelque chose qui réapparaît aussi dans quasiment tous les stages ou tous les ateliers, hein, c'est que dans cette attitude d'écoute, je distingue, donc quand quelqu'un me parle, ou quand je suis en relation avec quelqu'un, j'écoute ce que cette personne dit, j'entends ce qu'elle ne dit pas, et j'accueille la personne, qu'elle parle ou pas. Hein. Et c'est ça toute la progression. C'est-à-dire que cette consolation un peu de dernière qualité, c'est lorsque, au lieu de franchir ces trois étapes, je ne suis que dans écouter ce que la personne dit, et à ce moment-là, je mets le focus sur ce qu'elle dit, au risque effectivement d'oublier la personne qui fait cette expérience. Donc je m'arrête aux mots. Donc
quand quelqu'un vient parler d'une épreuve, d'une expérience, j'ai intérêt vraiment à bien distinguer ces 3 étapes. Ça, c'est acquis pour toujours, j'imagine. Mais tu veux dire, même si la personne, elle est soit dans le déni, soit dans la victimisation, peu importe où elle est. Oui, c'est d'abord aller la rejoindre où elle est. Soit dans son déni, soit dans ce qui pourrait apparaître à une tierce personne de la dramatisation. Oui, je vais la rejoindre. J'écoute ce qu'elle dit, j'entends ce qu'elle ne dit pas, et j'accueille cette personne comme elle est. Après, je verrai. Mais si je peux l'accueillir, à ce moment-là, je crée l'attachement et je vais créer quelque chose d'une relation réelle. Donc, quelque chose où je pourrais me faire confiance et lui faire confiance aussi pour faire évoluer les choses, au lieu d'évaluer ce qu'elle me dit. Et à quel moment est-ce que vous switchez de l'un à l'autre? Non, c'est que ce que je nous souhaite, c'est gagner suffisamment en maturité pour être d'abord dans accueillir la personne. C'est quand même ce que nous pouvons faire de mieux. Au lieu de faire comme nous avons eu des modèles, c'est-à-dire d'abord d'écouter, ensuite d'entendre quelquefois et d'accueillir rarement. C'est d'abord de pouvoir faire de garder ce recul et d'avoir cette bonne distance pour d'abord l'accueillir elle. Ce qui est donc différent de donner des conseils, du coup. Ah bah non, mais ça même, j'en parle même pas. J'en parle même pas. Pour accepter de donner un conseil à quelqu'un, je dis bien, c'est à la condition qu'elle se roule par terre en insistant pour ça. Mais tant qu'elle ne s'est pas roulée par terre, c'est un abus de pouvoir. Bien sûr. Parce que le plus souvent, c'est moi qui vais interpréter qu'elle aurait besoin d'un conseil, alors que peut-être pas du tout. Non, non, le conseil, c'est non. Voilà. Donc, ce que je veux vraiment marquer, c'est ces 4 étapes. Hein. Donc, je vais y revenir avec chacune des expériences, soit de plainte, soit de consolation. Mais si je ne gardais que ce tableau, très important, c'est que là, je dis bien, et c'est pour ça que j'insiste, il y a ce mot détresse. La plainte et la consolation ne sont pas là pour éviter cette expérience de grande détresse, pour cette expression de mort de la poussière, pour cette crainte de disparaître ou de mourir de douleur. C'est pour accompagner cette expérience, pas pour en faire l'économie. Et c'est bien ça, une des croyances. Si je vous console, vous pourrez effectivement vous tirer des flûtes comme ça. Mais non, mais non. C'est bien pour ça que c'est difficile, parce que je vais être dans cet accompagnement qui va bien sûr avoir des résonances en moi, sur mes propres expériences. Quelqu'un qui reste bloqué dans la plainte, est-ce que c'est quelqu'un qui s'est identifié à la... Oui, bien sûr, et qui a pu s'identifier ou qui a pu, parce que je n'ai pas terminé là, qui a pu trouver suffisamment de bénéfices à rester collé à cette posture, qu'il y a plus de bénéfices à ça qu'à en sortir et à traverser et à mordre la poussière. C'est-à-dire que la plainte peut être effectivement une compulsion de répétition, etc. Mais encore faut-il, pour ça, qu'il y ait un partenaire. Non, il faut qu'il y ait un partenaire. C'est pour ça que je n'ai pas été jusqu'au bout. Donc là, on est à la position de pouvoir. Et la plainte, la personne qui est dans la plainte, elle est, elle, dans cette posture moins plus. Donc moi, je ne sais, enfin, je ne peux pas me faire confiance pour traverser ça. Et je vais donner du crédit à l'autre qui, lui, va se donner du crédit pour expliquer, consoler au sens négatif, donner des conseils et autres faux amis. Je confonds juste. Est-ce que c'est ce que je disais? Mais ça revient au même. Ça revient au même. À propos du quoi? Est-ce que enfin, j'ai 2 mots qui me viennent, en fait c'est avec la conception, c'est l'empathie en fait et la compassion. Est-ce que c'est des attitudes du genre de présence à la souffrance de l'autre en fait? Et ça c'est la base, c'est le socle. Mais consoler suppose d'autres atouts, d'autres compétences, une autre forme de maturité. Voilà. Notamment, si je me trouve en face de quelqu'un qui a planté son tipi ici, j'ai intérêt, moi, évidemment, à avoir cette capacité, ou cette permission aussi, de permettre de sortir de ce jeu psychologique, de ce terreau-là, qui consiste à être dans ce partenariat où on va tourner en rond. L'un majorant sa toute-puissance et l'autre majorant son impuissance. Ah oui, j'étais en contact avec l'impuissance. Oui, impuissance et... Voilà. Mais du coup, d'accueillir la personne qui se plaint, est-ce que c'est pas continuer ce rond? J'accueille la personne qui se plaint sans forcément accueillir sa plainte. Je la distingue de ce qu'elle dit. L'empathie. Voilà. C'est bien, j'aurais pu rappeler ça en introduction aussi. Je vous demanderais de préciser avec des exemples. Tu me dis c'est trop tôt, mais comment est-ce que tu sais quand quelque chose est dans la réparation ou dans la
création. C'est pas moi qui de vais la savoir. transformation, tu dis. C'est la personne qui va être, qui va retrouver un mouvement de vie. Bah oui, tu Au seras. lieu d'être dans colmaté. Tu passes à une étape d'après, quoi. Ok. Il n'y a qu'à. Non, mais C'est ça. Merci. Je vous entends déjà aussi quelque chose de la consolation. Je vois, avant de venir à vos conférences, quand on me consolait pas, quand on m'écoutait, moi je disais après, ah bah ça va aller, non mais ça va aller. Et je vois qu'aujourd'hui, quand j'essaye de faire de l'écoute active aussi à d'autres, et ben on me répond, ça m'arrive parfois que la personne n'accueille pas et me dise, mais ça va aller. Et moi je me souviens que j'avais peur qu'on me prenne en pitié ou quelque chose comme ça. Donc il y a aussi, quand on a reçu cette consolation, c'est ce côté, après on a du mal à qu'on entende notre chagrin, ou à entendre notre chagrin, ou que l'autre entende nous fait notre chagrin. Tu parles de dette? non, ouais. J'entends une dette, moi. Je sais pas, mais en tout cas il y avait de l'ordre de peur de quelque chose de la pitié, ou en tout cas du coup quand Parce on que m'accueillait, la pitié, elle est là. Elle est là, la pitié. Alors que la compassion, c'est quelque chose qui se trouve ici. En plus, Non, mais moi j'entends bien la difficulté en fait quand on est le consolant, enfin la difficulté à continuer à être dans la relation quand la personne en face justement dit non mais ça va aller, elle va bloquer, elle va couper quelque chose. Je n'ai pas compris de qui venait. Oui, bien sûr. Et Bah, du bien coup, sûr. nous on se retrouve un peu. C'est quand même une façon de fermer la porte. Mais c'est pour ça que je parlais de déni ou de victime. Et le déni, il peut être partout là dans mon tableau. ah, c'est le déni. Donc, épreuve de la perte avec. Donc, pour accéder, je veux dire, pas pour éviter, pour accéder à cette expérience de détresse, c'est la nécessité de cette plainte qui n'est pas en position moins plus, mais plus plus. Hein, dans le tableau, là. Et donc, ensuite, la consolation permet de revenir à cette énergie créatrice. Et ce que je n'ai pas mis dans les tas de veilles, je n'ai vraiment pas le temps, et surtout j'avais besoin de revenir à mon cher tableau attachement-séparation, que ce qui nous fait peur, là, c'est qu'est-ce qui se passe si cette plainte ne fait pas, enfin, n'est pas, comment je pourrais dire, positive, réparatrice, c'est que là, nous allons ne pas vraiment traverser l'expérience de détresse, et là, nous allons passer à cette tangente, dans symptômes, stérilisation de la vie, dévitalisation, inhibition, avec un mot-clé qui serait la dépression. La dépression, c'est ça. C'est absence de colère, absence de larmes, absence de toute l'expression, l'expérience de cette détresse. Et c'est bien pour ça que je peux redire et redire encore mon courroux contre les médecins, qui au moment où quelqu'un pleure, donne un médicament pour éviter les larmes, alors que les larmes, c'est ça, là. C'est ce qui va permettre ce creux de vague, mais qui va permettre aussi, grâce aux vertus de la consolation bien comprises, de remonter dans cette énergie de création. Donc là, vous voyez bien la symétrie, enfin, je peux dire le calque, entre ce tableau et celui de attachement-séparation, hein, avec le détachement qui se met comme ça, et, enfin, qui va en biais, en tangente. Pas de larmes, pour vous, c'est associé à ce moment-là dans le mouvement de plainte. Non, qui serait Non, justement, une c'est plainte qui n'arriverait pas à passer dans l'expérience de la détresse, qui voudrait faire l'économie. Pleurer, sangloter, quand je dis c'est bien la différence entre pleurer et sangloter avec tout le corps, ça veut dire que j'accepte, comme avec tous ces textes de la Bible, de traverser le désert. Et quand je parle de consolation, c'est traverser le désert avec quelqu'un qui a quand même une bouteille d'Évian, hein, au moment où j'en ai besoin. Et donc, c'est ça. Et donc, la solitude dont je parle à la fin des tas de veille, c'est ce déficit de ce minimum d'empathie et de compassion qui va faire que je n'aurai pas, comment je pourrais dire, le minimum de confiance en moi pour traverser le désert seul. Mais maintenant, je comprends pourquoi tu dis des larmes et... Oui. Et on n'est pas un truc de psy. Je comprends. Oui. Bien sûr, bien sûr. Quoi quand tu dis, tu sais, des larmes et des pleurs, Et du sang, et du sang et des larmes. Et on fait pas de la psychologie.
Et On ne fait pas de psychologie tu dans les viens groupes. juste On fait chercher ça, voilà. pour faire remonter Les groupes tels qu'ils existent avec les 100%, les 300% et les autres expériences un peu chaudes là, ça veut dire qu'effectivement, la plainte va permettre là de passer par les turbulences, par les orages, par les tempêtes, etc. Et ce qui est important, c'est que la consolation ne vienne pas trop tôt. Ni pour la personne qui se plaint, ni pour la personne effectivement qui serait là pour supporter l'épreuve. Pour vivre pleinement justement l'expérience de la détresse, il faut justement, enfin, c'est nécessaire d'avoir en face une personne qui puisse justement avoir l'empathie et la compassion nécessaire pour accueillir ça. Sinon, c'est celle que j'appelle la personne témoin. C'est celle que je cite à peu près dans toutes les conférences. C'est quelqu'un qui a cette faculté d'être auprès de moi dans une position peut-être plus aidante que celle de ma propre mère quand je disais maman bobo. Qu'est-ce que maman disait quand je disais maman bobo? Et la personne témoin, c'est celle qui est capable effectivement d'être dans cet accueil inconditionnel et dans la distinction entre moi qui pleure et l'objet de mes larmes. Ou que moi je puisse être aussi cette personne témoin. Bien sûr. Après l'avoir été. Bien sûr. Parce que je ne peux pas remplir cette fonction si moi-même je ne peux entendre que ce que j'ai déjà dit en étant entendu. Je ne peux être une personne témoin que si j'ai vécu effectivement cette expérience spécifique d'être soutenue. Parce que j'aime bien aussi, j'ai à soutenir ma plainte. J'ai à la prendre et à la porter et à en faire quelque chose au lieu de la laisser de côté. C'est pour ça que c'est la réhabilitation de la plainte. La plainte est une expérience, évidemment, à prendre à bras-le-corps, mais c'est Job, et bien sûr, je ne l'ai pas dit dans mon historique, si vous ne l'avez pas encore fait, je rends cette lecture obligatoire, c'est celle de L'autre Dieu de Marion Muller-Collard. C'est vraiment ce qu'elle dit à toutes les pages. C'est quelque chose vraiment qui est à traverser, à traverser. Et ce qu'elle dit bien, et avec toute cette émotion que je rappelle souvent, c'est qu'une fois qu'on a traversé cette détresse et qu'on a pu avoir accès à l'énergie créatrice, il y a, dit-elle, des failles que ne remplit jamais. C'est-à-dire qu'elle parle de menaces, la menace qu'on a rencontrée avec les risques, avec la maladie, avec la mort, donc c'est traversé, mais même après, quelquefois, le miracle, la guérison, la faille va rester. Comme quelque chose qui nous fait faire l'économie de l'illusion, de l'enclos, de ce qu'elle appelle le système rétributif. C'est si je me suis bien comportée, je vais éviter les catastrophes. Si j'ai bien mangé, je vais éviter l'obésité ou d'autres choses. Si, voilà, c'est tout ce système qui est très culturel et qui nous fait rester dans l'illusion de quelque chose qui serait équilibré et surtout donc rétributif. Je gagne des bons points. Dans ce livre, ce que j'ai retenu, c'est qu'elle dit à un moment que si tu vis un choc, un événement traumatique, il y a le après, tu sors ou tu sors pas. Non, mais même si tu sors avec quelque chose qui sera radicalement différent. D'où l'expression de Geneviève Jorgensen. C'est tout ça, c'est devenir autre. C'est pas simplement faire le deuil de quelque chose ou d'une illusion. C'est être autre. Tu veux dire par exemple, je me souviens du linge, quand elle parlait du linge. Ah bah oui, oui. Et elle dit, mais c'est comme si finalement elle se rendait compte après, et au moment où elle se rend compte après le choc, finalement elle se demande si elle va sortir de ce après. Oui, bien sûr. Parce que quand je mets détresse, c'est pas juste un petit coup de mot. C'est vraiment quelque chose qui nous fait traverser une forme de mort. Et elle, c'est ce qu'elle vit avec son fils malade. C'est vraiment quelque chose là qui est le contact avec... Mais c'est quand lui se répare, c'est-à-dire quand lui est guéri. Oui, c'est ce que je dis, c'est exactement ce que je viens de dire. C'est que la faille est ouverte, la menace a existé, et même lorsqu'il est guéri, elle met des mois, elle met même 2 ans à récupérer quelque chose d'elle parce que la faille n'est pas réparée. Son fils est réparé, mais il y a quelque chose d'elle qui reste dans ce questionnement, donc avec la référence à Job évidemment, dans la Bible, mais la référence à beaucoup d'autres choses. C'est vraiment un livre qui dit ça avec beaucoup de force et de poésie. Mais la faille, elle sera toujours là. Elle sera toujours là.
Mais alors, après, comment il y aura une posture par rapport à cette faille. Et c'est ce qu'elle dit dans le dernier chapitre. Oui, Et elle dit qu'à ce moment-là, il y a le deuil, c'est de cet enclos, de cette sécurité, de cette façon de mériter, terme que je déteste, et qu'elle passe effectivement sur quelque chose, l'autre Dieu, comme elle l'appelle. Parce que je rappelle qu'elle est pasteur protestante, donc elle est partie de cette perception et de cette lecture de la vie, pas seulement évidemment de la Bible, et c'est quelle métamorphose, quelle transformation profonde ces menaces, ces épreuves nous permettent de vivre pour arriver à quelque chose qui ne serait pas de ce principe d'équivalence, de mérite, de bon point. C'est ça. Et elle dit bien, c'est d'abord être du côté de la joie que la vie existe plutôt que du côté de ce désespoir que cette vie ne soit pas davantage en sécurité à la façon dont nous l'entendons. Tu veux bien redire, j'ai pas compris ce que tu dis là. C'est un petit peu comme si ça lui donnait enfin, l'expérience lui donnerait, j'ai pas lu le livre, mais la capacité justement, je connaissais pas, la capacité justement à pouvoir traverser ce genre d'épreuve. Voilà. Une sorte de confiance à pouvoir traverser Oui, l'épreuve. cette confiance, voilà, et de rester vivante malgré effectivement cette mort symbolique. Mais c'est ce qu'elle dit très bien dans le deuxième chapitre sur l'enclos, avec nos ruses théologiques, dogmatiques, tout ce que je commençais à dire, voilà, nous risquons de nous mettre dans un enclos, c'est-à-dire de donner à la transcendance, à Dieu si on y croit, etc., une fonction de coupe-feu. Puisque j'y crois, il y a quelque chose qui ne va pas me gagner. Voilà. Et que c'est ça le deuil dont elle parle. C'est que je n'ai pas à donner à ces instances, à ces mythes, à ces personnages, etc., une fonction de coupe-feu. Le coupe-feu n'existe pas. C'est ce dont je parlais dans l'état de veille. C'est le déni en fait. Oui, oui, bien sûr. Et je ne l'ai pas marqué là, mais bien sûr que je l'ai marqué quelque part ailleurs. Nous ne parlons que de ce déni du principe de réalité, de cette faculté, comme je disais, de poursuivre la vie, même après toutes ces épreuves. Mais c'est aussi le livre, donc toujours de Geneviève Jorensen, qui s'appelle La séparation aussi. Elle raconte ce qui s'est passé après le décès de ses deux enfants. Et en fait, transformer, c'est passer après de quoi qu'il arrive, confiance dans la vie, parce que c'est un peu... Et surtout, confiance dans la vie, mais à condition, oui, bien sûr, à condition d'avoir encore et encore fait le deuil de ces portes coupe-feu, de ces superstitions, de ces illusions, encore une fois, d'un système qui nous protégerait de l'extérieur. C'est Voilà. qu'on a reçu, c'est qu'on méritait. On méritait. Tu mérites, oui. De ce système-là. Voilà. Et ça prend du temps de faire Donc en fait, finalement, le déni, parfois, peut sortir. Ben c'est sa fonction. Ah oui, bah oui. C'est pour ça que nous pratiquons. Je rappelle mardi prochain que je retravaille avec le jeu de doigts sur toutes les façons de rester dans du déni pour éviter cette traversée-là. Soit je peux être dans l'évitement de la plainte, soit je peux être dans l'évitement de la consolation. Il y a les deux. D'où ça va bien aller, c'est l'évitement de la plainte. Et à ce moment-là, la personne qui est en position de consoler se trouve au chômage technique. Il n'y a plus l'accès à cette expérience de détresse. C'est un petit peu comme, en fait, la confiance, c'est davantage, justement, ma capacité à pouvoir traverser des épreuves que de penser que je n'aurai pas d'épreuves parce que je crois en machin. Ça, c'est le déni, comme si moi, j'allais pouvoir éviter ça. Mais, bon, c'est turbulence et compagnie. Il y a beaucoup de poussière, comme tu dis. Beaucoup de poussière, oui, beaucoup. C'est même des années. Alors, ce que je fais, mais je ne l'ai pas écrit là, c'est que j'ai donc une épreuve, des épreuves, mais ici j'avais au singulier, et je vais avoir effectivement quatre points là, qui sont le déni, ici, la douleur, la dépression et le deuil. Ce sont les 4 points que je voulais. Je vais vous les écrire. Donc le déni qui est tout le temps présent, la douleur, le deuil et
et la dépression. Est-ce que tout à l'heure, Aliette disait que le déni nourrit la dépression ou l'inverse? Les deux, les deux, les deux. C'est ça. Et où est-ce que je suis tentée d'aller lorsque je vis une épreuve? Est-ce que c'est dans le déni, dans le deuil, dans la dépression ou dans l'expression de la douleur? Aliette, je suis avec l'expression depuis tout à l'heure. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Oui, ça, moi, Que j'ai entendu, non, que j'ai entendu. Que j'ai entendu. Oui, mais c'est seulement souvent. pas que. T'as entendu comment? Que j'ai entendu très souvent. oui. Et que justement, c'est un peu comme si t'es plus fort, tu dépasses ta faille ou quelque chose Ça, je comme ça. déteste cette phrase. Ah oui. Vas-y, répète. Ah, je suis rassurée. Ah oui, je déteste Je suis ça. pas ça. Ah oui, oui, Si, bien oui, sûr. enfin, si, On a oui. Impressionnée, mais je l'ai entendu. Oui, bien sûr, on l'entend. Et que derrière, oui, il y avait comme si on dépassait cette faille. Mais surtout, C'est le je refus vois, de la plainte et de la consolation. c'est- Pour moi, voilà, cette c'est là. histoire de- Hein, c'est la personne qui se met en position de force comme ça, qui serait mieux que moi. Ou bien, c'est grâce à tes épreuves que tu es devenu quelqu'un de nature. Mais heureusement que je ne C'est peux pas la dire de terre, gros on est mots là peuplé, pendant la hein. conférence, parce que je pourrais en dire. Bien La sûr, terre, mais on est merci pour peuplé. cette exemple-là. Ouais, je l'ai entendu plutôt dans l'église. Oui, donc dans la petite feuille que je vous ai distribuée, hein, c'est bien quelques réflexes. Donc, ça va passer. Je te l'avais pourtant bien dit, je t'avais prévenu, etc. Il y avait, ce n'est pas grave, mais c'est comme ça qu'on apprend à être prudent. C'est bon, c'est Ça va aller, on rentre dans l'anesthésie en fait. Oui, c'est ça. Aliette, il y a aussi relativiser. Mais ça, c'est voilà. Mais ça, j'y reviendrai tout à l'heure par rapport au moment que je vais prendre sur ça. Ce qui me semble aussi important, c'est de voir que dans ce duo plainte et consolation, donc je l'ai juste vaguement initié dans l'état de veille, je reviens bien au risque de dérive. Soit, si je ne pratique pas donc, ce cycle-là, je suis dans le risque de la lamentation. Dramatisation, exagération, et tout ça. Donc les personnes qui vont être vraiment du côté d'en faire une culture, d'en faire avec quelquefois des mots très différents, même d'une érotisation de la douleur, hein, c'est quelque chose avec le risque là d'une identification de la douleur. Je suis la douleur, je suis le deuil, je suis cette souffrance, je suis ce malheur. C'est Simone Weil qui disait bien, non, ce n'est pas la douleur, mais le malheur. Dans une autre conférence, je fais bien une distinction entre douleur, souffrance et malheur. Mais le malheur, c'est toujours la version plus dramatique parce qu'elle dit l'exclusion du monde des vivants. Le malheur me fait sortir de cette appartenance-là. Donc il y a soit ce risque donc, de lamentation, je pense que je n'ai pas besoin de préciser, soit de récupération. Récupération, ce sont toutes les ruses. C'est ce que j'appelle dogmatique, ça va me rendre plus forte, c'est la façon de jouer avec ce qui se passe, encore une fois, pour ne pas aller jusqu'au fond là du pot. Hein. Je reviens à quelque chose là, mais je vais rester dans la réparation. C'est récupération religieuse ou philosophique ou n'importe quoi, qui permet d'éviter. C'est pas toujours évident de ressentir l'endroit où j'ai besoin d'exprimer l'émotion, etc. et l'endroit où justement j'entretiens et donc je suis davantage dans la lamentation. D'où l'intérêt d'une personne témoin qui va avoir peut-être quelque chose d'une permission à me donner, d'un déclic, d'une alerte aussi. Bien sûr que c'est pas... Oui. Ensuite, je vais avoir aussi le risque d'expiation. Hein, c'est aussi qui nous vient directement d'une culture religieuse quelquefois, qui croirait qu'il faudrait expier, que la douleur serait là pour nous permettre d'expier. Bon, là, je passerai rapidement. Et le dernier mot que je garde là comme une façon d'éviter, ce serait celui de la condamnation. De soi. De soi, je suis condamnée parce que j'appartiens à telle culture, à telle famille, à telle ethnie, etc. Quelque chose qui serait comme une sorte d'abandon de ma liberté.
Alors, toujours à propos de la... Voilà. Pour mémoire, tout ça vous le savez déjà par cœur, quand je parle d'épreuves, bien sûr j'insiste toujours sur la perte, mais vous savez que juste à côté il y a l'épreuve du manque et l'épreuve du changement. Oui. Une amputation, c'est bien sûr je perds quelque chose, mais je vis le changement. Le changement est vraiment un mot là que vous pouvez garder parce que la vie n'est que changement et chaque fois j'ai à vivre le contraire de la permanence, le contraire de l'intégrité sous une forme ou sous une autre. Et que c'est chaque fois, bien sûr, une épreuve à vivre. Donc, perdre, manquer, changer. Ah voilà, manquer, qui me manquait. Donc, ce qui est aussi comme un dénominateur, chaque fois, c'est ce qui se passe chaque fois que le désordre l'emporte sur l'ordre. C'est à peu près ce que je dis chaque fois aussi. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, repréciser ce que c'est que la perte d'intégrité? Je parle tout simplement là de perdre un membre, de perdre une fonction, et même pour l'enfant aussi, c'est ce qui peut se passer quand il perd une dent, déjà, alors qu'elle va être renouvelée. Mais c'est chaque fois que nous perdons une faculté, voilà. Alors ça c'est physique, mais l'intégrité aussi morale, c'est d'avoir vécu, d'avoir commis une faute ou un échec, d'avoir, on parlait hier de quelqu'un qui a provoqué un accident, ben, je perds l'intégrité de quelque chose de moi, de ma façon d'être au monde. Après, je peux perdre l'intégrité d'une autre fonction aussi, soit cérébrale, soit... Voilà. C'est chaque fois que sur le chemin de ma vie, eh bien, il y a quelque chose qui a existé qui n'existera plus. Comme vieillir parfois. Comme vieillir. À certains moments, oui. On sent qu'on a perdu quelque chose, oui. Et c'est pas simplement de ne plus pouvoir monter les escaliers 4 à 4. Là, c'est encore, pour certaines personnes, assez facile. Mais d'autres choses qui nous touchent. Et ça, oui, la vue, l'audition, etc. Et ça, nous sommes tous très inégaux. Parce que au fur et à mesure de l'âge, nous vivons très différemment ce qui peut se passer. Ce qui peut être cruel pour vous ne le serait pas pour moi, et l'inverse est vrai aussi. Donc, vous parliez de changement. Oui, de changement, que nous changeons tous les jours. Voilà. Et que ça, nous ne pouvons pas faire l'économie de tout ce que ça vient bousculer, notamment sur besoin d'intégrité, besoin de permanence, besoin de rester dans du même. C'est quand même quelque chose que nous voulons conserver. Voilà. Donc, bon, ça ce sont les épreuves. Dans les expériences, j'ai mis quelques mots et je nous invite chacun à voir ce qui est le plus bousculé. Est-ce que je suis touchée dans ma confiance, en moi, dans l'autre, dans la vie, quand je vis cette épreuve-là? Est-ce que je suis touchée dans mon ego, dans mon image de moi? Est-ce que je suis touchée dans ma sécurité et mon besoin de sécurité? Est-ce qu'à l'extérieur de moi, il y a quelque chose qui va vriller au risque de faire sentir qu'à l'intérieur, ça n'est pas encore sécure? Est-ce que je suis touchée dans mon élan, dans mon mouvement, dans ma foi, dans ma confiance, enfin oui, dans mon espérance utile de quelque chose de la vie? Est-ce que je suis touchée dans mes attachements, avec ce mot-clé, non? Est-ce que je suis touchée dans l'amour que j'ai pour moi ou pour les autres, etc. J'aurais pu faire un long catalogue, mais à nous de voir chacun en quoi nous sommes touchés. Oui? Et dans mes loyautés. Dans mes loyautés. Dans mes valeurs, dans mes mythes, dans mes mythologies, dans mes représentations de la vie, des autres. Et bien sûr, là, j'introduis les 5 blessures que vous connaissez déjà. Donc, rejet, abandon, trahison, humiliation et injustice. Et dans ces turbulences, est-ce que je dirais que je rencontre effectivement le mal, le scandale, l'impuissance d'abord, et un mot que je vais associer bien sûr tout le temps là-bas, est-ce que je suis dans l'indignation? Donc, vous vous souvenez que je distingue l'indignation de la colère. Indignation, je ne sais plus quel auteur disait, et je l'ai
c'est pas vu là, que nous pouvons être bousculés par une sorte de lèse-humanité. Ce que nous apprenons sur ce qui se passe dans d'autres pays, ou ce qui s'est passé pendant la guerre, etc. Toutes ces choses tellement fortes, ça touche vraiment le profond. C'est comment est-ce possible? Comment est-ce qu'on a osé faire cela à des êtres humains? Lèse-humanité. Du lèse humain. C'est ça. Par exemple, quand on est enfant et qu'on découvre tout d'un coup quelque chose qui n'est pas pour nous, pas de notre âge, c'est de cet ordre-là. Mais nous pouvons aussi le découvrir de la même façon à 70 ans. Oui, oui. Quelque chose. Je pense à une situation voilà, mais bien sûr. D'un enfant qui découvre ou un dessin, enfin quelque chose qui n'est pas de son âge, qui n'est pas pour. Mais oui. Quelque chose. Ouais, on disait pervertir l'innocence. Oui. C'est quelque chose. Enfin, moi, ça me réveille. Bien sûr. Mais j'insiste sur le fait. Ça, c'est à tout âge. C'est à tout âge. Oui, oui. Que quelque chose vient toucher vraiment le noyau dur qui est plus vulnérable, évidemment, quand on a 7 ans. Mais c'est pour ça que je dis quand on a 70 ans, il y a toujours quelque chose qui reste vulnérable à la barbarie. Voilà, c'est la barbarie. Ben, aujourd'hui, c'est quand même facile de voir tout ce qui touche. Pour moi, c'est la différence entre la guerre et le terrorisme. C'est ça. La guerre, vraiment, je sais bien combien ça m'avait choqué, mais le terrorisme touche encore autre chose. C'est un degré supplémentaire. Et la barbarie. Et la barbarie. C'est la folie. Et la folie. Et la folie. Ouais, ce serait presque l'aboutissement, la folie même. Enfin, oui, dans... quelque chose que, voilà. Pour moi, c'est le mot qui dit ce passage, c'est quelque chose, enfin je me souviens encore d'avoir été mais, plus que bouleversée enfin, par l'existence de la torture. Je me souviens de l'âge et je me suis dit, ah, ça existe. Moi, je ne me remets pas de ça. Ben, bien sûr qu'on ne se remet pas, bien sûr. Bien sûr, que je reste encore bien sûr, en déséquilibre à ce sujet-là. Il y a des choses, on peut être dans le déni même, parce qu'on ne peut pas avoir accès. C'est là on dit de la lèse-humanité, parce que quelque part, c'est proche de la folie. Enfin, on ne peut pas vivre avec ça. C'est pour ça que je distingue bien le mal, la barbarie. Sans aller jusqu'à la guerre, même la misère qui amène à cette folie, justement. Enfin, aujourd'hui, moi, je trouve que c'est au-delà de la misère, c'est plus la folie. On pourrait trouver beaucoup d'exemples comme ça qui sont sur cette frontière-là et qui nous font peur parce que ça voudrait dire que nous serions nous-mêmes contaminés par la folie. C'est là pour moi où le déni il est protecteur. Même si on le sait, on le remet derrière nous. Enfin, il y a des choses qu'on ne peut pas vivre avec. On ne peut pas traverser ça tant que ça reste de l'ordre de la représentation ou même je me demande est-ce qu'on peut le traverser. Et donc là on est à fond dans le sujet. Est-ce qu'on peut traverser de la barbarie comme on a entendu dire, des tortures, alors même ça c'est tout le sujet. Des choses que... Enfin, c'est tout le sujet qu'on a entendu, surtout formulé, enfin de ce que j'appelle moi une douleur indicible, notamment de ces gens qui revenaient des camps ou qui reviennent d'autres lieux de barbarie et qui disent bien qu'ils constatent que nous ne sommes pas équipés pour entendre ça. Une autre planète, une autre expérience. Donc j'ai beaucoup développé ça pour travailler avec des praticiens dans la relation d'aide et que là il y a quelque chose à mettre en place qui n'est pas de même nature que la psychothérapie habituelle et occidentale. Il y a autre chose à mettre en place et donc j'avais vraiment travaillé beaucoup sur de quoi avons-nous besoin pour entendre, pour accueillir ou entendre le silence de ces personnes qui reviennent après avoir traversé le feu. Oui, parce que pour moi ça c'est quitter l'humanité, enfin, je pense. Et comment on peut réintégrer. Mais comme les enfants qui ont été torturés aussi par leur propre famille. Donc, les risques dans ces expériences, après avoir été touchés, après avoir nommé peut-être ce qui était de l'indicible, c'est les risques de rage. Mais ce qui m'intéressait aussi pour la conférence, c'est les risques donc, de repli, de mépris, mais aussi les risques de terrorisme. Il y a bien sûr un lien entre ce que nous voyons là et le terrorisme, la radicalisation, ce dont nous parlons beaucoup et ce sur quoi les films ont été faits. Sur un plan psychologique,
c'est là que je place aussi les risques de ce qu'on appelle les issues dramatiques de fuite. Hein, donc le choix, pour éviter, enfin, pour essayer d'en gagner quelque chose, le risque, le choix, soit de se tuer, soit de tuer quelqu'un, soit de devenir fou, soit évidemment d'être dans une haute forme de destruction. Mais je dis jamais autodestruction parce que j'y crois pas. Donc là, on revient bien sûr à ces blessures, à tous les préjudices qui sont avec une grande variété, et toutes ces différences. Hein. Quels sont les préjudices que nous avons vécus et que nous devinons chez ceux que nous rencontrons, pas forcément de façon humaine, mais quand nous parlons, quand nous entendons d'autres parler dans des témoignages, quels sont les préjudices, quels mots pouvons-nous mettre sur ces préjudices. Et donc à ce moment-là, quelle est la plainte possible et quelle est la consolation, avec bien sûr toute la prudence, parce qu'il n'est certainement pas intéressant ou intelligent de croire à une consolation qui viendrait restaurer une intégrité dans ce cas-là. L'intégrité, elle a été flinguée. Donc comment est-ce que je peux restaurer quelque chose de cette personne sans être dans la prétention de revenir à quelque chose d'une intégrité antérieure? C'est plutôt comment transformer pour permettre à la personne d'être quelquefois dans la vie, quelquefois dans la survie. D'où la colère. La rage, la colère, et tout, enfin, c'est quelque chose qui se rapproche aussi du 100%. C'est que là, il n'y a plus l'objet de la colère, il y a l'expression de quelque chose qui a été entassé ou replié et qui empêche à ce moment-là, qui empêcherait si ça continuait, évidemment, la vitalité à nouveau. Et j'arrive pas à voir la différence entre quelqu'un qui est, enfin, si moi quand je suis touchée dans mon intégrité, enfin vraiment quelque chose de très archaïque, et j'ai du mal à rester dans la colère et parfois, souvent, je me sens vraiment passer directement dans le mot m'a échappé, mais quand si on fait mal, j'ai envie d'attaquer, quoi. Enfin... Bah oui, mais c'est la légitime défense. C'est pas la violence, ça. C'est pas de la colère. C'est un degré... Non, je pense que le risque dont vous parlerez, c'est d'identifier la personne à ce que tu éprouves et être dans soit la vengeance, soit la destruction de ce que tu vois être la source de ta douleur. Non, c'est ça. Mais c'est toute la révolution de la CNV et de la communication responsable. L'autre ne crée pas en moi quelque chose. Il déclenche. Il déclenche quelque chose qui... Voilà. Notamment là, sur la folie ou sur l'envie de... je pense à... Oui, parce que tu manques de précision. Celui qui comment il s'appelle Hugues de Montalembert. Et donc... par exemple, il a perdu la vue. Oui. Et donc... il pourrait très bien vouloir rendre à ses agresseurs. C'est exactement le contraire qu'il a fait. Il a transformé cette cécité, ce traumatisme-là, au point, effectivement, de donner la permission de s'approprier le monde comme encore une aventure à vivre, au point d'aller dans l'Himalaya aveugle. Mais comment on arrive à... Il le dit dans La lumière assassinée. Alors ça, toutes les pages, il dit la façon dont il a traversé le pire. Faut que je le relise. Ben oui. C'est quel Hugues de Montalembert, La lumière assassinée. Il est dans mes bibliographies, dans les livres, etc. Il a écrit 3 livres, les autres sont bien. Mais le premier est vraiment un modèle, vraiment, merci de le dire, Céline, c'est un modèle d'illustration de ce que je tente là de mettre avec mes petits mots modestes. Et accompagner quand même. Et accompagner. Enfin, accompagner, c'est quand même... En fait, c'est chacun qui décide pour soi, finalement. Bien sûr, bah oui. Non, mais tu peux être accompagné si tu décides pas. C'est moi qui choisis les personnes pour m'accompagner. Et donc, je décide de donner ou non à l'autre le pouvoir de m'aider. Ça rejoint ce documentaire, c'est les personnes qui ne veulent pas guérir. Bah oui. Bah oui. Bah oui. C'est pas une histoire de traumatisme, c'est vraiment une histoire de qu'est-ce que je fais
de cette réparation pour me permettre ensuite d'être dans transformation. Mais là, il y a des deuils. Là. Il n'y a que ça. Mais il y a du temps aussi. Il y a du temps. Moi, je pense mal. par exemple à perdre un enfant, il y a du temps. Bien sûr. Il y a oui, du temps. Enfin, et ça me... C'est pour ça que je ne garde pas seulement le mot cicatrisation, parce que ça voudrait dire un petit peu le fantasme de revenir comme avant, mais c'est transformation. Et j'aime bien ce modèle de Hugues de Montalembert aussi. Et j'aime bien Jorgensen et, bon, et tous ces auteurs dont je vais vous donner une feuille tout à l'heure. Bon. Donc, expérience. Émotion. Émotion, donc, c'est qu'en est-il de la réhabilitation de ces expériences d'émotion, du retour. Et donc, je dirais qu'à chaque épreuve, il y aurait une émotion particulière, et à chaque émotion, il y aurait un soin et une consolation, entre guillemets, particulière. Hein. Si c'est « j'ai mal », la réponse, ça va être du soin, par exemple. Si c'est la colère, je vais avoir besoin de légitimité, de ressentir ce que tu viens de dire. Cette légitime défense aussi, et ce passage à travers de la rage et de la protestation. Si j'éprouve du chagrin, je vais avoir besoin aussi de quelque chose, d'une autre forme d'accompagnement, de la validation de ce que j'éprouve. Et lui, il n'a pas eu cette rage. Qui? Il a eu cette rage. Mais c'est à toutes les pages, il en parle. Oui, Je crois que tu t'es trompé. Ah oui. Non. Plusieurs instituts. Tu parles de Montalembert? Ouais. Donc, chagrin, je disais validation de cette épreuve-là. Et quand je suis dans l'émotion peur, j'ai besoin à ce moment-là aussi d'avoir quelquefois un recadrage, quelquefois ça peut être à ce moment-là, ça peut passer par réassurance de quelque chose, non pas rassurance que c'était pas grave, mais réassurance sur ma propre aptitude à traverser cette épreuve. C'est pas diminution ou disqualification de l'objet de la peur, mais c'est réassurance sur ma façon de pouvoir vivre en étant accompagnée cette épreuve-là. Mais j'y reviendrai aussi. Vous pouvez redire la phrase rassurance de... C'est pas la réassurance, c'est pour ça que je m'étais bien comme même aux amis. C'est pas grave, toi tu le vis comme grave, et je suis disponible pour t'aider à trouver en toi les ressources pour traverser cette épreuve. Donc on ne met pas le spot sur l'objet, c'est pas grave, mais sur la personne, sur vous, qui avez la capacité. Et ça, c'est aussi toute la littérature de Geneviève Jorgensen, bien sûr de Marion Muller-Collard. C'est de moi qu'il s'agit, et pas de l'objet. Donc les trois mots-clés en I, injustice, indignation et impuissance. Et j'ajoute quelquefois le quatrième, c'est irréversible. Je vois bien que la vulnérabilité, c'est ça. Ça sera plus jamais comme avant. C'est aussi quelque chose d'une difficulté à vivre. Injustice, impuissance, indignation. Oui, mais quand on passe à l'irréversible, c'est qu'on a changé déjà. Enfin, je pense qu'on peut passer à autre chose. Oui. Mais c'est l'acceptation. On peut rester dans le fantasme. On est toujours dans dans ce bazar-là. Oui. Je pensais à ce que tu disais tout à l'heure, les personnes qui ne veulent pas changer. C'est le refus. C'est le refus de l'irréversibilité. Ou plutôt, je dirais pour compléter, le refus du prix à payer pour accepter ce côté irréversible. Il est irréversible de toute façon. Cette perte, elle est irréversible. Mais suis-je prête à payer le prix en faisant des deuils pour accéder à ça? C'est toujours le prix à payer. Le refus, c'est ce que fait pas ce documentaire, mais c'est ce à quoi je vais être attentive. Est-ce que je suis prête à payer le prix? Donc ensuite, toujours dans cette troisième étape-là, qu'en est-il de la culpabilité? Qu'en est-il de la honte là, à vivre? Qu'en est-il des remords, des regrets, du repentir, des personnes en face de moi
Hein. Qu'en est-il de cette attitude-là de mise à plat de tout ce que ça a changé? Et voilà. Et là, je vais être aussi prudente à propos de réparer. Parce que nous parlons beaucoup de cet outil magique de la réparation, et pourtant, je tiens beaucoup à distinguer consoler et réparer. Parce que quand nous parlons de tout ça, je vois qu'une légère précipitation à vouloir réparer, ce serait une façon aussi de faire taire la personne en face, qui n'a pas fini de dire maman bobo, et réparer, ce serait une façon d'entraver en fait la consolation. Voilà, de faire taire la personne en face. Donc, quelquefois, il y a trop de paroles, et quelquefois, il n'y a pas le temps d'aller jusqu'au bout de cette plainte. Hein, qui n'est pas forcément la plainte dont je parle ici en moins plus, mais qui est la plainte. Donc, quand même, les textes que je trouve très puissants, ce sont ceux de la Bible. Alors, bien sûr, Job, mais aussi le Cantique des Cantiques, par exemple. Ça dit le besoin de prendre ce temps. Et il y a un moment, après avoir eu peur que ça ne se sache jamais, c'est ce que nous avons vécu, j'aurais tout le temps à dire encore, maman bobo, et bien un jour, majeur, hein, j'ai souvent testé que c'est au bout de 18 mois, il y a quelque chose qui commence à être vécu autrement. Je crois que vous poser une question. Voilà, et tout ça, donc indignation, etc., réparation, ça vise à éviter un autre R qui serait résignation. La résignation étant évidemment le terreau pour dépression, encore une fois, parce que ce que je dis là, résignation, donc dépression, dévitalisation, perte de l'énergie vitale, perte de la confiance, perte de l'énergie, de cette énergie, qu'elle soit réparatrice ou créatrice. Est-ce que la lettre réparer, c'est ajouter quelque chose de plus? Ça voudrait dire, est-ce que vous auriez des exemples de réparation? J'allais y arriver par rapport aux 6 registres où nous pouvons trouver de la consolation. Je vais y arriver là, hein, juste un petit moment. Voilà, mais merci pour ta question aussi. Pour le moment, c'est juste donc souligner le danger de tout ce qui pourrait être du côté de la résignation. D'une forme d'acceptation résignée et non pas d'acceptation qui est traversée là. La résignation, elle est vraiment là. Et nous avons tous été tentés un jour ou l'autre de passer par là. Un petit mot aussi sur lequel je vais revenir avec ta question aussi, Marie, c'est celui de l'aveu en face de nous. Hein. L'aveu d'un tort, l'aveu d'un délit, l'aveu d'un crime, qui permettrait effectivement, là encore, de revenir à ce que je disais tout à l'heure. Y a-t-il des crimes impardonnables, mais y a-t-il des aveux, évidemment, qui permettraient à quelque chose de bouger? C'est l'absence d'aveu ou l'absence de reconnaissance qui rend quelquefois ce crime impardonnable, que je mets bien sûr entre guillemets. Quand je parle d'impardonnable, je reviens bien sûr au concept d'inconsolé ou d'inconsolable. Je disais que je vais revenir à ça. Donc, je pourrais dire que je suis inconsolée de quelque chose de passé, c'est-à-dire que je fais le constat qu'aujourd'hui, il y a encore quelque chose qui n'est pas récupéré dans l'énergie créatrice, alors que je vois bien pour moi ce dont je pourrais me dire que je suis inconsolable, comme si j'acceptais que jamais cette blessure ne serait cicatrisée, et que je continuerai à vivre avec ce trou dans l'âme, ou avec cette épine dans le cœur, ou avec cette chose peut-être indicible, avec toujours cette distinction indicible, innommable, impensable, avec ces... Et donc sans réparation possible dans ces cas-là, ou sans transformation possible alors. Sans transformation possible, voilà. Et nous avons à accepter aussi de vivre ça comme quelque chose qui nous appartient, et personne, je donne à personne le droit de me dire si ce serait quand même réparable, etc. C'est moi qui sais ce que je veux faire de ce trou dans l'âme. Mais imagine que chaque jour, il y a quelque chose qui te rappelle ça et que ça mais réveille. bien sûr, mais bien sûr. Mais c'est vachement difficile à gérer au quotidien. Bien sûr. Mais j'ai pas envie que quelqu'un sache mieux que moi ce que je vais faire de ça. Et que j'ai le droit aussi, dans
toutes Ça ces peut être un vrai démarches-là. handicap. Ça peut être un vrai handicap. Mais bien sûr. Bah oui. Mais là, c'est le deuil. C'est le deuil de l'illusion de revenir comme avant. Il y a des épreuves, des circonstances pour ces épreuves qui vont faire peut-être que ça va rester comme ça. Et que j'ai le droit de revendiquer ça. Et de voir ça comme un handicap, de voir ça peut-être comme un déficit d'énergie créatrice. Mais c'est aussi peut-être ma façon à moi de garder cette identité à laquelle je tiens. Est-ce qu'on est tous inconsolables de quelque Mais chose? bien entendu que nous sommes tous inconsolables de quelque chose, évidemment. Mais c'est pas, oui, mais aussi, l'avantage de ça, c'est que si moi, j'accepte de voir cette facette de moi inconsolable, ça va me permettre aussi d'accueillir ceux qui ont aussi quelque chose d'inconsolé ou d'inconsolable. Parce que j'aurais fait le deuil de cette éponge comme ça qui viendrait faire comme si tout était un peu équivalent. Non, il y a des choses dont je peux être consolée, mais il y a des choses dont je peux être inconsolable. Donc en fait, finalement, je me dis, quand je t'entends, je me dis si, par exemple, je confonds celui qui déclenche la douleur chez moi avec la douleur chez moi, c'est-à-dire que le deuil n'est pas fait. Oui, absolument. Ok. Et ça handicaperait, puisque tu parles de handicap, cette aptitude à rencontrer les autres comme autres. Et pas comme source de quelque chose de ma vie. C'est-à-dire, c'est la distinction que je fais entre sécurité extérieure, sécurité intérieure. Je me souhaite d'avoir suffisamment construit de sécurité intérieure et de maturité pour supporter, évidemment, l'autre comme il est dans ma vie. Et de pas ni lui donner un rôle diabolique, ni lui donner, évidemment, quelque chose qui ne serait pas juste pour lui, dans notre relation. Mais j'aime bien que vous disiez, oui, nous sommes probablement tous avec une facette inconsolable. Et on peut se vivre, enfin, on peut traverser l'inconsolable et un jour se mesurer comme être consolé. Ou pas. Ou non, mais pour moi, l'étonnement a été un jour de le traverser. Oui, Enfin, oui, absolument. Double permission. Des dizaines et des dizaines d'années après. Oui. C'est vraiment été D'où l'intérêt de vivre un siècle. Oui, ça vous oublie les chances. Mais oui, je me dis ça, moi j'ai bien fait de continuer à être vivante encore cette année. J'ai une intérieure. En fait, pour pouvoir justement accéder à l'énergie de transformation et de créativité, comme ça peut, c'est-à-dire que le soutien peut ne pas se trouver à l'extérieur. Et la question que je me pose, moi, c'est justement à quel point est-ce que je m'autorise justement à vivre. Pour moi, cette aptitude-là, elle est quand même liée à quelque chose que j'ai d'abord trouvé à l'extérieur. D'accord, mais ensuite que je peux aller aussi puiser à l'intérieur et pouvoir vivre mon inconsolabilité, être présent à mon inconsolabilité, justement pour pouvoir transformer et être dans ma créativité. Mais c'est ça la grande injustice, c'est que cette force-là, ce socle, il est proportionnel quand même aux expériences d'attachement que j'ai pu vivre enfant. Ouais. Que ce soit avec une personne, que ce soit avec un animal, une peluche, un héros, etc. C'est donc ça qui a permis la construction de cette base-là, de ces fondations. Et qu'à ce moment-là, je suis d'autant plus résistante aux turbulences de la vie qu'il y aura eu ça. Et donc, capable de m'apporter ce soutien-là, ensuite, bien sûr, toute la vie. Mais enfin, quelquefois, c'est bien d'avoir aussi d'autres personnes qui viennent renforcer cette base. Donc, ça rejoint ce que je vais dire, ce que vous venez de rappeler. J'ai trouvé quelques mots pour dire justement ces fondations. Alors, bien sûr, c'est l'acceptation aussi de notre ambivalence. Ça rejoint aussi ce que vous disiez, consolé ou pas. Toute cette ambivalence. En même temps, besoin d'être consolé, en même temps, pas envie d'être consolé, parce que juste derrière cette consolation, il y aurait le pire danger qui est celui de l'oubli. C'est ça. Ah oui. Le deuil, c'est aussi ça. Donc, toute cette ambivalence, en même temps, volonté d'être soulagé, et en même temps, très peur, évidemment, de vivre quelque chose de l'oubli. D'une tranche de vie, d'une personne, d'une expérience. Et c'est là où on peut refuser aussi, par exemple, des postures. Bien sûr. Comme la posture de victime, voilà. parce que ça voudrait dire que ça n'aurait pas existé. Oui, ça n'aurait pas existé. Et puis le risque d'identification aussi, moi je Bien trouve. sûr. Enfin, moi, c'est ce qui me fait le plus. Oui.
Voilà, donc ambivalence. Bien sûr, aussi le deuil cette difficulté de l'alternance avec et sans, des moments avec, des moments sans. Et que dans nos démarches sur la route, comme ça, il y a finalement des moments d'état de grâce, même si le vent est froid, et des moments de grande violence. Mais il y a cette alternance. Enfin, je pense que c'est ce que nous pouvons vivre en partant. Moi, je peux dire aussi, mais ça vous est arrivé, qu'au pire moment, dans un deuil au cimetière, il y a quelque chose qui va me faire avoir envie de rire. Parce qu'il y a un petit côté comique. Voilà. C'est cette alternance entre du dramatique et du ludique. Voilà. Bien sûr, ça renvoie aussi à notre capacité d'avoir développé de l'autonomie au lieu de la dépendance. C'est ce que vous disiez à l'instant, cette capacité à trouver en soi des ressources. Et puis, cette faculté d'accueil dont je parlais en introduction, écouter, entendre, accueillir. Ai-je suffisamment développé l'autonomie et la maturité pour pouvoir accueillir au lieu de rester juste à entendre et écouter. Et puis, bien sûr, mes deux concepts chéris qui seront l'attachement et l'appartenance. L'appartenance étant, bien sûr, cette ressource malheureusement trop disqualifiée dans notre culture, contrairement à d'autres cultures, et notamment aux États-Unis, où c'est quelque chose où j'ai été le repêcher, cet outil d'appartenance, c'est que nous avons besoin d'être dans cette interdépendance pour trouver aussi ces ressources d'énergie d'énergie qui circulent. Et puis, bien sûr, le concept d'attachement qui est vraiment la clé de voûte de toute la construction, et je retrouve ici attachement, pour pouvoir ensuite me séparer. L'interdépendance, ça me fait sentir, par exemple, si moi je suis dans une pièce et je dors ou je fais rien, et que la vie est autour, et je la sécurité, c'est ça. J'aime bien dire que quand nous sommes dans des deuils majeurs, nous sommes un peu sur le seuil de la collectivité, c'est-à-dire nous sommes là, mais en même temps pas complètement là. Mais il y a la garantie du regard de ceux qui partagent cette appartenance avec nous, sur nous, à protéger, à manier avec précaution, etc. Et donc nous sommes là, mais un peu dispensés de vaisselle. Voilà. Quelque chose qui dit une présence, une qualité de présence et de vigilance. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Alors, je reviens... Mais là, c'est un peu une forme de consolation. Bien sûr, bien sûr, par la présence même, par le regard. C'est ce qui se passait avec les signes extérieurs de deuil, autrefois. Vous savez, manier avec précaution. Mais alors, du coup, quelqu'un qui est dans l'isolement ne peut pas sentir ça. Non, c'est trop, bien sûr. C'est ça, les Américains disent que c'est ça qui tue. C'est cet isolement, cette expérience de solitude, bien sûr. Bien sûr. On le sait bien, on voit dans la façon, dans les maisons de retraite, et comment les personnes bravent les aléas de la vie, les maladies, etc. Plus elles sont accompagnées, plus elles ont une copine, une visite, meilleur sera le système immunitaire et la capacité à rester dans cette santé qui n'est pas uniquement absence de maladie, mais de capacité à s'intéresser à la vie, à poser des questions et à s'occuper des fleurs de jardin ou de n'importe quoi dans l'établissement. Ce que je n'ai pas encore dit, mais vous n'allez pas y échapper, c'est que le petit mot récurrent dans tous mes propos, c'est évidemment aussi le deuil du dû. Ça, vous l'aviez déjà écrit d'ailleurs. Ça, c'est ancré dans la tête. Oui. Est-ce que ça marcherait dans le sens où la personne, par exemple, qui fait de la plainte, qui est dans la plainte, n'aurait pas à attendre de l'autre? Oui, c'est ça, bien sûr. C'est ça la position plus, moins plus et plus moins, bien sûr. Puisque je souffre, tu me dois quelque chose. Puisque j'ai vécu un traumatisme, tu me dois d'être indulgent. Ça peut sûr, c'est de la manipulation, bien sûr. Ça y est. Alors, je parlais donc des 6 instances. Alors, on aura bien sûr l'instance judiciaire, juridique, le tribunal. Là, il va y avoir évidemment
donc prêt à l'emploi aussi, un système de réparation, de compensation, pression doloris, des barèmes. Et notamment, c'est très bien vu, je l'ai déjà cité dans une autre conférence, dans le livre que j'aime tellement de Guillemette de Sérigné, Tous les dragons de notre vie, si vous n'avez pas lu, vous avez tort. Tous les dragons de notre vie, où notamment il y a des témoignages de ces personnes qui ont vécu effectivement une perte radicale dans un accident et que la personne reconnue coupable de l'accident est supposée verser une somme d'argent. C'est quand même toujours un peu de l'ordre de la réparation. Et bien sûr, ce n'est pas cette réparation qui va consoler. Elle va permettre quelque chose de social, quelque chose de juridique, quelque chose d'une reconnaissance évidemment du traumatisme, mais on est dans deux logiques différentes. Comme ceux qui ont la famille de ceux qui sont victimes du terrorisme. Oui, même chose. Et c'est intéressant à prendre en compte, mais avec beaucoup de prudence évidemment. De même que dans le documentaire l'autre jour sur... c'était sur quel domaine et il y avait ensuite, c'est ça, quelqu'un recevait une somme suffisante pour acheter une maison. Alors que c'était je ne sais plus lequel. Sur les femmes violées. C'est ça, voilà. Et donc, il y avait femmes de Daesh, c'est ça, les deux femmes. Non, c'était pas celui-là, c'était un autre documentaire. Effectivement, il y avait un moment d'embarras pour moi quand on entendait cette femme dire je me suis acheté une maison. Et effectivement, ça vous concernera peut-être. Oui, c'est ça. Bon, je ne suis pas sûre. Donc, vous voyez, attention à tous ces faux amis. Rassurer, expliquer, justifier, réparer, pardonner. Oui, pourquoi pas, ça a une place dans cette aventure-là, mais à condition, finalement, elle peut être légitimée, cette place, à condition d'être bien distincte du verbe lui-même consoler. Alors, donc, je disais bien sûr consolation qui pourrait être devant un tribunal, bon, je renvoie à tout ce système, qui pourrait être dans la création littéraire, ou d'autres formes de création, la littérature, les témoignages, tout ce qui est de l'ordre du récit aussi, témoignages, de la transformation, de la création, parce que c'est pas la même chose, de la création littéraire. C'est comme ça aussi que j'accueille évidemment les œuvres de Marion Muller-Collard, parce qu'il y a vraiment quelque chose d'autre qui est créé, transformé. Il y a ensuite tout ce qui a à voir avec le religieux, que je distingue bien sûr du spirituel, mais du religieux. Tout ce qui a à voir avec le philosophique aussi, qui est une autre forme de lecture, une autre forme de consolation. Ce qui a à voir avec donner du sens, expliquer, etc. Ce qui a à voir avec le psychologique, tout ce qui donne du sens au deuil. Et je sens qu'il va me manquer un, je ne sais plus. Il y a un sixième registre. Je ne sais plus. Ah oui, bien sûr. Le social. Avec les rituels, avec tout ce qu'on retrouve aujourd'hui dans les associations. Association des familles en deuil, association des femmes qui ont vécu des violences. Voilà. Tout ce qui prend la relève de ces autres institutions qui n'auraient pas une fonction satisfaisante pour d'autres. Voilà. Et donc là, on a des équivalences, on a des outils, on a mais surtout, j'ai envie de dire, garder le mot rituel, les rites et les rituels, qui viennent réparer aussi. Ce qu'on fait aussi en psychothérapie. Le comportement de ce qu'on appelle psychomagique, quelquefois, et dont nous avons besoin. Toujours, bien sûr, à condition de savoir que ça existe et de donner à ces comportements-là une juste place, ni trop ni trop peu. Comme les enfants qui ont besoin de ça aussi. Les rituels de deuil, vous le mettez dans le social? Les deux, il y a à la fois social et puis religieux aussi. Tout. Vous manque quelque chose, Sylvie? Oui, tout ce que je me dire. Je vais commencer à partir de 25. Non, les derniers, oui. Rituels, tout ça. De toute façon, je regarde la bonne conférence. Je suis surprise à dire que vous disiez création littéraire et pas artistique au sens. Aussi, c'est du tout ce qui est création, alors littéraire, mais bien sûr.
Ce qu'on voit aussi. Bien sûr, bien sûr. Pour ça, j'arrive à Oui. Toute création. Oui. Avec là, c'est un vaste débat avec mes enfants sur est-ce que la création est vraiment quelque chose qui dit une élaboration et un passage là, ou est-ce que ce serait pour éviter ce passage et donner à vivre ou à voir quelque chose qui ne serait pas élaboré. Il y a des œuvres qui me donnent cette impression que la personne s'est débarrassée, que ça a été comme une sorte de patate chaude, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir moi vécu ça, je refile la patate chaude à quelqu'un qui va être violenté parce que je donne à voir ou ce que je donne à lire. Bon, mais là je pourrais passer la On soirée. peut juste dire ça te fera du bien, et il le fait et c'est pas traversé quoi. Est-ce que ce serait... Oui, mais là c'est avec la prétention que ce serait une création littéraire ou artistique. D'accord. Est-ce qu'on pourrait dire aussi, quand tu parles du deuil, tu dis 18 mois, est-ce qu'on voudrait dépasser, aller plus vite? Alors, dans certains cas, c'est nécessaire d'aller plus vite, donc il y a des protocoles qui permettent de ne pas attendre ces 18 mois, donc symbolique, oui, bien sûr, bien sûr. On voit ça dans des démarches de deuil, oui, et que c'est possible, bien sûr, bien sûr, mais à condition de mettre en place d'autres protocoles, d'autres rituels aussi. Je pense, l'exemple que je donne souvent, c'est celui de permettre à des parents de faire le deuil d'un bébé alors qu'il y a déjà un bébé en route. Pour permettre à ce bébé à naître de ne pas porter autant que s'il avait à attendre ses 18, enfin si les parents devaient attendre les 18 mois comme quelque chose d'obligatoire. Alors, je reprends. Ça me fait penser ce que tu disais sur la création. Quand je fais la différence, par exemple, pour les chatouilles, entre tout le temps où Andrea danse dans une sorte de folie de danse, de bouger, ce qui n'est pas élaboré, et ce qui va devenir une élaboration dans le spectacle des chatouilles. Elle va monter quelque chose, et d'ailleurs la façon dont elle en parle, elle a traversé cette... Alors ça a pris des années. Ça a pris des années. Alors qu'avant, elle n'était que dans le mouvement pour survivre, enfin, l'agitation pour survivre. Pour nager pour ne pas sombrer. Oui, comme on voit certains. Je veux bien ajouter quelque chose. Oui, bien sûr. Et aussi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans certaines réparations qui nous dépasse, comme la création artistique, où il y a quelque chose qui nous dépasse. Même peut-être dans le religieux, dans le sens quand on crée, c'est pas qu'on veut créer, qu'on veut dépasser ce chagrin. C'est quelque chose qui est là et auquel on consent. Parce que quand tu dis mon chagrin, je ne suis pas certaine du choix que tu fais de parler de l'expérience du chagrin, enfin, ou de l'épreuve du chagrin ou de l'expérience du chagrin. Et c'est là, c'est naturel que là, ça nous dépasse. Là, le chagrin, il est encore associé à l'objet à perdre. Alors que quand tu parles de création, moi j'entends que c'est naturel que ça nous déborde. Oui, ça nous déborde. L'expérience quelque chose presque de mystique. Oui, bien sûr. Quelque chose de... C'est en sens d'un autre ordre. D'un autre ordre. Je dirais que ce qui est commun, c'est la puissance à ce moment-là. Qu'elle soit mystique, religieuse, spirituelle ou autre chose, c'est quelque chose effectivement qui a à voir avec l'élan vital. Voilà. Et qui n'est pas dans le rationnel ou qui n'est pas dans l'explicable, etc. C'est quelque chose qu'on retrouve chez les personnes qui ont traversé des deuils majeurs et qui sont dans cette puissance-là. Agnès, tu peux redire la colère et le racket du chagrin? Je dirais pas ça, non, parce que toute émotion peut être racket d'une autre émotion. Je peux remplacer, pour survivre, toute émotion par une autre émotion. Et je peux remplacer, pour survivre, toute expression d'émotion par un comportement, par une pathologie, par de l'anxiété, de la honte, de la culpabilité, ou une autre forme de pathologie, qu'elle soit somatique ou autre. Il n'y a pas de colonne. Selon les modèles que j'ai eus, selon mon caractère, mon âge, etc., les circonstances de ma venue au monde, je vais être tentée par des modèles que j'ai vus en rayon.
et qui m'ont fait obtenir, bien sûr inconsciemment, ce que je voulais à ce moment-là. De l'indulgence, d'être aimé malgré, d'être choyé malgré, d'être reconnu, etc., etc. Ça, c'est vraiment la puissance de ce concept de raquette, vraiment qui est incroyable. Donc, qui permet de mettre un mot sur ce que nous faisons tous. Voilà. Je reviens à vraiment ces deux apprentissages. Donc, hein. La plainte, c'est comment vivre sans. La consolation, j'aurais pu mettre vivre avec, et j'ai mis malgré, qui était un petit peu plus fort. Est-ce que ça vous parle, là? Ici, sur ce tableau, quand je me plains, je dis la douleur de perdre. Donc, comment est-ce que je vais vivre sans cet enclos, sans cette sécurité apportée par maman, sans l'illusion de quelque chose, pour moi, de permanent, alors que grâce à la consolation, je vais apprendre à vivre malgré l'injustice, malgré l'irréversible, malgré l'indignation permanente, etc. Donc ce seraient les deux étapes. D'où l'intérêt effectivement de les voir reliés à ce moment de détresse. Parce que je fais le deuil de ce que j'ai eu et de ce que j'ai plus, j'arrive à l'expérience de détresse. Parce qu'il y a la consolation, je vais découvrir en moi les ressources nécessaires à vivre quand même, à vivre malgré, à vivre dans ce principe de réalité-là. Donc, quand je parle de plainte, hein, je parle d'une expérience à vivre, soit en tant qu'émetteur de la plainte, soit en tant que récepteur de la plainte, hein, bien sûr. J'aurais dû le dire avant ça. Donc, quelquefois, en tant que récepteur de la plainte, je vais devoir aussi être dans ce qu'on développait avec vous tout à l'heure aussi, dans imaginer, interpréter, entendre, deviner, grâce aux interprétations que je fais, avec toute la prudence que me donne l'empathie a priori. Donc, la plainte aussi, quand je vous parle de ce mot depuis le début, ça veut dire aussi aiguiser notre perception pour bien distinguer ce qui est de l'ordre de la manipulation pour obtenir sans demander, ou pour obtenir sous prétexte de souffrir, ou bien, effectivement, cette plainte que je veux réhabiliter, qui serait cette expérience d'accompagner et d'être accompagné pour traverser cette épreuve et cette expérience. La plainte, c'est toujours le risque à prendre de cet accompagnement, soit en tant qu'accompagnateur, soit en tant qu'accompagné, avec prudence, avec délicatesse, avec discernement, et quelquefois en faisant des erreurs, évidemment. Je rappelle que la plainte, le mot « me plaindre », fait partie des 12 piliers de la santé, avec pleurer, parler, etc., pardonner, partager, etc., protester. Bon, voilà. Vous pouvez en trouver effectivement la liste exhaustive sur le site, mais c'est une façon pour moi d'avoir déjà réintroduit la plainte dans un système de santé. Attention aussi donc à ça veut dire s'autoriser en tout cas sentir victime. Oui, en fait, la plainte sans en faire une posture, voilà. sans en faire une identité. Voilà, c'est aussi un danger. Donc et je pourrais bien être identifiée par certains comme victime V majuscule ayant supporté. Ça peut être aussi la plainte, le danger d'un mode de relation, d'un mode de dépendance. Ça peut être aussi à vivre, et là, inévitablement, comme une étape d'impuissance, je l'ai dit déjà plusieurs fois, mais aussi de frustration, mais aussi le risque dont nous parlons, de ce qui nous fait le plus peur dans cette plainte-là, sans fin, sans objet, sans raison. Hein, il y a aussi, alors j'arrive jamais à retenir ce nom hébreu, de ce film que vous êtes plusieurs à avoir au moins abordé avec moi, qui s'appelle Annonce, hein, sur ces femmes, voilà, qui est un film. Donc je lis encore là la plainte de ces femmes. Et puis bien sûr, il y a tous les livres chéris par moi de Xavier Emmanuel, Dernier avis avant la fin du monde, à Août, à Grande Exclusion, tout ça qu'on peut lire et relire, et qui est juste un regard, une écoute
infiniment respectueuse et fine de cet homme. Donc, voilà. Et puis, donc, chez qui est-ce que je me plains? Est-ce que je me plains chez mon médecin? Bon, c'est la moindre des choses. Est-ce que je me plains auprès de mon papa ou de ma maman? Est-ce que je me plains auprès d'un prêtre, d'un notaire, d'un coach? Est-ce que je me plains auprès d'un psy? Non, évidemment pas ça. C'est tous les domaines. D'un ami, d'une sœur, d'un frère, Directeur. De son animal. d'un animal, ou bien de mon voisin dans le train, juste pour un trajet. Est-ce que c'est auprès de lui que je veux dire maman? Au moins les animaux ils répondent pas, ils sont toujours pressés. Bah, c'est vrai, là tu prends pas trop de risques. Bah non mais ça sauve plein de vies les animaux. Et moi, du coup, ça m'évoque Tu as dit quoi? le choix de la personne. Ils sont top Enfin, sur la la- consolation, les de amis. veiller, d'avoir cette vigilance ou ce respect de soi, de ne pas choisir n'importe qui à qui on va Non, mais merci de le dire risque ça. que l'on prend. Mais merci de dire ça parce que ça me permet de placer à nouveau mon courroux quand il y a, par rapport aux relations d'aide, l'illusion que pour pouvoir entendre votre trou dans l'âme, il faudrait que j'ai le même. Ah oui, Et c'est un peu comme les enfants. Tu vas savoir parce que tu sais pas, t'en as pas eu. Oui, oui, Tu verras quand par on exemple. Vous voyez cette idée que je ne pourrais entendre votre plainte que si j'ai vécu le même traumatisme. Ben non, je peux entendre d'autant mieux que moi, les traumatismes que j'ai vécus, je les ai traités. Oui, mais alors moi je pense, Ah, oui. Je vais me faire attraper, Peut-être. que si moi, bon, je peux le dire aujourd'hui parce que c'est là, j'ai considéré que j'avais traversé de l'indicible, je pense que je n'ai pu accepter d'être entendue qu'avec quelqu'un où je mesurais qu'il avait traversé quand même un C'est peu ce le que je dis. feu. C'est ce que je Pas dis à forcément l'instant. le même indicible, Bah Mais oui, le bah, feu. c'est ça. mais le feu quand même. Bah, oui, Oui, Et ça, on est d'accord. qu'il n'ait oui. pas eu qu'un problème de collant qui On est craqué. d'accord. Oui. D'accord. Quand même. Mais non, mais on est d'accord, mais pas à 100%. Parce que ça voudrait dire quand même qu'il y avait un petit déni, que le vrai du vrai, c'est la façon dont l'autre, enfin que la personne à qui vous faites confiance, a traversé ses propres feux. Mais Mais les flammes ne sont peut-être pas aussi hautes. Ah mais oui. Oui, Ah, c'est là où j'ai je cru que pense- c'était Si, j'ai cru que c'était ce que vous évoquiez tout à l'heure par rapport à la torture. C'est pour ça que Oui. Mais c'est la reconnaissance de différents types de flammes. Et je suis d'accord, mais l'important, enfin, c'est ça que je pose dans ces groupes de supervision, c'est moins la hauteur des flammes que la conscience que les incendies ne sont pas Ah oui, qui sont différents, de ouais. même nature. Je continue. C'est que quand même, quand soit on a été proche de la mort, Oui. quelque chose, parce que c'est un ordre, hein, quand c'est mort ou folie, quand même on voit bien qu'en face de soi il y a quelqu'un qui n'a pas été, qui a pas touché. Mais je suis d'accord, Mais c'est pour- ça ce que je veux dire, c'est tout. Oui. C'est que quand c'est léger, ben, ça se sent. Alors peut-être parce que ça n'a pas été entendu. Mais voilà, Oui. voilà. C'est juste le mot. pense à la léger. mort Oui. du cochon d'Inde, de la concierge. Oui, c'est ça. Bah, c'est quand même votre Mais en même temps, bien exemple. sûr que nous sommes d'accord, mais vous voyez, c'est parce que, sans doute, j'accompagne des personnes qui sont Douleur de donc, la concierge. supposées être en relation d'aide avec d'autres, que je suis aussi assez, assez sévère sur ça. Mais nous sommes d'accord sur le fond. Par exemple, parce qu'on parlait des tortures, Oui. ce qui est fait en Yougoslavie ou autre, enfin, la façon d'accompagner des femmes, effectivement, qui ont subi des choses, je vois ceux qui les accompagnent n'ont pas forcément traversé ça. Peut-être. Oui, oui, non. Mais ils peuvent entendre. C'est comme si c'était Ah oui, pas c'est légitime. vrai. Mais vous n'avez pas été jusqu'au bout de votre phrase. Est-ce que ça les empêche d'entendre? Bah oui. Mais c'est ce que je dis, ça ne les C'est ça. empêche pas d'entendre alors qu'ils n'ont probablement pas traversé la même chose. Oui. Donc je... Ah, mais c'est- Laissons ce sujet ouvert, parce que ça Oui. nous permettra d'y revenir. Oui, oui. Alors, quelque chose que je voulais Mais c'est vrai que ce que tu dis, du coup, moi ça me pose la question, est-ce que justement, selon la traversée, est-ce que le soutien n'est pas plus soutenant du fait justement que la personne ait traversé le même genre de situation que la personne qui va... Oui, mais c'est ça le exprimer sa débat, plainte, en c'est fait. ça. Oui. C'est ça. Mais en fait, j'aurais dit ça Moi, je oui trouve pas avant et je crois que forcément. maintenant je dis non.
Par expérience, je me rends compte que... Moi, j'ai tendance à dire que non. Non, c'est vrai, je reconnais que... C'est une question. Non, c'est vrai. Le non quoi? Eh bien, oui, je pense que accueillir, même si tu n'as pas on parle du temps vécu. Mais je reviens à ça parce que ce que je pourrais dire, là je ne veux pas le développer, c'est que mon étonnement est équivalent dans des expériences non pas dramatiques mais extraordinaires. Et que pour moi par exemple, de voir qu'un homme a pu entendre mon expérience de maternité encore mieux que d'autres femmes, ça m'a aussi interrogée sur cette capacité-là. Et ça a été une surprise. J'ai senti vraiment chez cet homme cet accueil de quelque chose qu'il ne connaîtrait jamais. Et alors que je n'étais pas aussi entendue par d'autres femmes qui avaient vécu cette expérience de maternité. Et c'est pour ça que je suis aussi très, très prudente sur nos idées toutes faites, quelquefois, et sur nos expériences. Alors, je reviens encore, je surveille sur consolation. Alors, j'aime bien dire que la consolation, ça je ne l'ai pas suffisamment souligné, c'est tout, enfin, non, pas la consolation, pardonnez-moi, tout ce cycle-là est toujours occasion de revisiter notre cadre de référence. C'est ce que nous faisons à l'instant. Donc, les deuils, ce n'est pas uniquement cette chose terrible avec les ténèbres, c'est tout deuil est une occasion de revisiter un cadre de référence, de bousculer ce qui s'y trouve, d'y ajouter des choses, de jeter des choses par la fenêtre ou par la porte, etc. Donc modification du cadre de référence et donc de construction de la partie adulte de nous, ce que j'appellerais bien sûr maturité. C'est toujours aussi l'occasion de développer cette chose absolument essentielle et vitale qui est le sens de la responsabilité. Je prends davantage la responsabilité de ce qui se passe là, au lieu de le laisser à d'autres. C'est toujours aussi l'occasion, et ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, une occasion de créer des liens et de vivre à plusieurs, de vivre dans le lien, dans l'appartenance, dans l'attachement, ces épreuves. Donc de développer ces réseaux-là particuliers. C'est toujours aussi l'occasion de revoir nos espaces de négociation avec nous-mêmes, avec la vie, avec le danger, avec le diable, avec le mal. Comment est-ce que je négocie tout ça? Ce que je disais tout à l'heure dans l'état de veille, comment est-ce que je vais composer avec ces violences qui limitent évidemment quelque chose de ma sécurité intérieure, qui limitent mon mouvement de vie. D'ailleurs, j'ai fait une erreur dans l'état de veille, j'ai parlé aussi de ce réel qui limite les désirs et les désirs et les rêves. Bien sûr que non. Après, je me suis aperçue trop tard que c'est pas ça. Qui limite les réalisations des rêves et des désirs. Mais mes désirs, ils vont rester entiers, quel que soit le principe de réalité. C'est simplement le principe de réalité va limiter la réalisation de certains rêves ou de certains désirs. Et je me suis aperçue en réécoutant tout à l'heure que je n'avais pas été suffisamment prudente à ce sujet. Donc, tout ce cycle aussi, ce duo, ça va encore et encore me faire travailler sur la place de l'autre dans ma vie. Qu'en dit-il de ma façon de l'accueillir, de négocier avec lui, de lui faire de la place, mais surtout de l'accueillir comme autre. Avec les conflits, avec les colères, avec les émotions, avec les négociations, avec ce désordre-là, qui n'est pas un désordre dramatique, mais qui est le désordre du quotidien. Comment est-ce que, alors j'ai déjà parlé d'ambivalence, mais ça m'invite aussi à être dans comment accueillir la lumière dans la nuit noire, et comment accueillir aussi l'obscurité quand je suis en plein soleil. Donc sortie du paradis. Et puis, donc, la place de mes loyautés, de obéissance, suggestion, soumission, tout ce que nous avons vu dans certains documentaires dramatiques ces derniers jours, sur qu'en est-il de mon aptitude à protester, au lieu de croire que je suis condamnée à perpète, à obéir, à me soumettre et à subir. Voilà. Et ça, bien sûr, ça renvoie à ce que nous avons vécu enfant. Est-ce que nous avons été dans cette
condamnation à obéir et à faire fi de nos propres sensations. Bon, alors attendez, qu'est-ce qu'il me reste? Ah oui, ça. Ce que je veux redire, mais ça je vous donnerai la bibliographie, parce que je me suis aperçue que je n'avais pas édité, je vous l'envoie tout à l'heure. Hein. Une très jolie bibliographie. J'ai mis tous mes chouchous. J'ai une question. Oui. Je sens que moi personnellement, j'ai pas vraiment accès à plainte. Pas encore. Peut-être pas encore. J'ai tendance à croire que chez les hommes, je retrouve un peu cette caractéristique. De la même façon pour la consolation aussi. Quel est votre avis là-dessus? Sur peut-être une différence, une aptitude plus forte chez les femmes naturelles? Non, culturelle. Ça pour moi c'est une modélisation culturelle. Parce que pour ce qui me concerne, c'est plutôt une expérience d'avoir trouvé beaucoup au contraire de réconfort, notamment avec mon grand-père, avec ça. Et lui-même, je sentais s'être rapproché de quelque chose, de ce noyau-là. Du coup, ça revient à ma question du début. Qui? Parce que la façon dont tu l'as dit, j'entendais, tu me disais des gens à qui tu peux Bien pas. sûr, mais ça, évidemment. C'est tout notre apprentissage avec beaucoup d'erreurs. Enfin, oui, je peux avoir regretté d'avoir fait confiance à quelqu'un qui m'a renvoyé dans mes buts. Oui, bien sûr. Mais il n'y a pas de réponse toute faite là. Et moi, je pensais à la confidentialité. Oui, très juste. Je ne parle pas parce que je pense que la plainte, elle peut s'autoriser dans nos contextes sociaux là, que s'il y a quand même une confidentialité. Bien sûr, comme bien pas sûr. de faux. Merci de l'avoir dit, Ménédée, bien sûr. Donc dans les auteurs, donc j'ai bien sûr. Alors il y en a un que je n'ai pas cité, c'est Étienne Jalin, qui a été quelqu'un avec qui j'ai travaillé longtemps, qui lui dit que tout ce travail suppose que nous sortions de l'espoir. Il dit tant que nous avons l'espoir, qui bien sûr distingue de l'espérance, nous sommes dans la croyance que les choses effectivement vont devoir se passer comme nous l'imaginons, donc c'est une forme de dépendance. Il en parle très bien et vous retrouverez cette vidéo à Étienne Jalin. Ça c'est une vidéo. Oui, c'est une vidéo. Xavier Emmanueli, mon cher Geneviève, j'en ai parlé, Guillemette de Sérigny, vous aurez. Bien sûr, Christophe Fauré, dont tous les livres sur le deuil sont faciles à lire, le deuil au jour le jour, etc. Quel auteur? Christophe Fauré, F-A-U-R-E. Tout ça, vous l'aurez dans la bibliographie que je vous envoie tout à l'heure. Bon. Oui, ce que je n'ai pas suffisamment souligné, j'aurais pu le dire, mais on est bien directement, c'est toute la différence entre la parole et le discours. Le discours, c'est le discours, c'est pas si grave, etc., qui irait du côté donc, de rassurer, alors que la parole, elle est cette chose qui est au coup par coup, qui est celle qui est choisie pour un tel, qui dit l'accueil de la personne. Ah, bien, une chose que j'allais oublier. Je dis aussi depuis le début que ce dont nous avons à faire le deuil, là, c'est de nos croyances. Croyances, c'était aussi ce que j'appelais les ruses, tous ces outils. Là. Et j'ai bien aimé trouver, je crois que c'est chez Marion Muller-Collat, les croyances, ce seraient les tentatives de rendre lisible une existence indéchiffrable. Et c'est exactement ça. Ici, cette épreuve de détresse, je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus pourquoi je suis là, ce que je fais, etc. Plus rien n'a de sens. Donc quand nous perdons le sens, c'est le risque évidemment de dépression. Et donc nous avons besoin, et ce n'est pas forcément négatif, ce qui serait négatif c'est d'y coller tout le temps et de ne pas en sortir. Nous avons besoin de certaines croyances qui permettent de rendre lisible une existence qui est devenue indéchiffrable. Ça, j'aime bien cette idée. Et qu'est-ce que nous faisons des croyances? Est-ce que ce sont des béquilles ou est-ce que ce sont des étés que nous allons garder à perpète? Voilà, je regarde encore ce que j'aurais pu ne pas partager avec vous. Ah oui, j'ai beaucoup regretté que la revue Autrement, qui traite de la consolation, ait trouvé avant moi le sous-titre
mot pour mot. Mot M-O-T-S pour mot M-A-U-X. Vraiment, je reste encore inconsolée qu'il soit passé là. Bon. Et qu'est-ce qu'il dit, Étienne Jalinck? Il dit qu'il faut faire le deuil de l'espoir, comme quelque chose qui nous limiterait, mais qui ferait une forme d'enclos, un peu à la façon dont Mario Miller... Mais allez l'écouter. Jalinck, J-A-L-E-N-Q-U-S. J-A-L-E-N-Q-U-S. Donc voilà. Si l'espoir est accompagné d'une attente, en fait. Ça, voilà. Oui, il y a une attente. Voilà. Si l'espoir est accompagné d'une attente, parce qu'il peut être pas accompagné d'une attente, l'espoir. Contrairement à l'espérance. C'est l'espérance. Non, oui, c'est ça, c'est Donc, l'espérance. un mot sur lequel je n'ai pas suffisamment insisté, ici dans énergie créatrice, etc., c'est ressources. Ce que j'ai dit dans le état de veille, c'est avoir accès à mes propres ressources, c'est ce que je disais quand je m'adressais à vous tout à l'heure. Transformation, permission, santé, plutôt que cicatrisation, etc. Oui. Et quelquefois, effectivement aussi, cette plainte, elle passe par savoir exprimer l'effroi et avoir trouvé quelqu'un qui sache entendre l'effroi. L'effroi de la mort, l'effroi de toutes ces choses, et que c'est pas si simple. Voilà. Je crois que j'ai fait, bien sûr, là je vais passer la soirée à me dire tout, à repenser à tout ce que je n'ai pas pris le temps de dire, mais je vous remercie de votre attention et j'écoute, j'entends votre mot maintenant.